Vous êtes à l'abreuvoir de l'actualité. Bonsoir, bienvenue les grandes articulations. Émersion gouvernementale, c'est aussi les difficultés que rencontrent les PME, entre autres le manque de formalisation. Les entreprises des 3 régions ont été édifiées sur les dernières réformes. La loi portant contenu local est largement expliquée. Décharge de la minière, principal dépôt d'ordures de la capitale, et c'est pour les 1200 tonnes de déchets produits chaque jour à Conakry. Depuis un bon moment, le site est envahi et surchargé. Les riverains sont exposés. C'est le grand format de cette édition. Destination Côte d'Ivoire, Festival de musiques urbaines d'Anoumabo. La Guinée est pays invité d'honneur. L'événement est prévu du 15 au 20 avril prochain. Une conférence de presse est initiée pour annoncer les couleurs de l'événement. C'est tout pour les titres. Une fois de plus, bonsoir. Le nouveau représentant du PNUD à la rencontre du président du CNT pour sa première visite au Conseil national de la transition. Il fait savoir ses nouvelles orientations et réaffirme en même temps son engagement à soutenir le développement socio-économique de la Guinée. Robert Siditolno, compte rendu. C'est un entretien sous fond de bonne collaboration et de bons partenariats entre la République de Guinée et le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD que le président du CNT, Dr Dansa Kourouma, a eu avec le nouveau résident du PNUD en Guinée. D'autres questions liées aux opportunités d'investissement dans plusieurs secteurs socio-économiques en Guinée ont été abordées. À l'issue de l'entretien, le nouveau représentant de l'agence onusienne en Guinée a exprimé sa satisfaction avant de promettre l'établissement d'un partenariat fécond entre son agence et la République de Guinée. Je suis venu ici pour faire 2 choses. Visite de courtoisie auprès du président de CNT et bien sûr réitérer la collaboration qui existe entre le CNT et le PNUD, ainsi que manifester mon totale adhésion fait à ce qu'on puisse porter cette collaboration à un niveau supérieur. Deuxième objectif, on a un projet en commun qui le président aussi s'est réjoui de cette collaboration réussite et bien sûr comme un homme d'État guinéen aussi, il espère vraiment que cette collaboration puisse être améliorée et porter aussi à un niveau plus supérieur que ce que nous avions déjà. Depuis 1973, le Programme des Nations Unies pour le développement accompagne le gouvernement guinéen dans la mise en œuvre des activités pour le développement économique et social. Dans le but de renforcer cet appui, Dr Dansa Kourouma a, au nom de son institution, appelé le nouveau représentant du PNUD en Guinée à accompagner activement le pays dans sa mise en œuvre des stratégies d'investissement, en particulier dans le domaine de l'éducation, la santé, la bonne gouvernance, ainsi que dans l'amélioration des conditions de vie des populations à la base. La mission du FMI au palais de la Colombe chez le Premier ministre, chef du gouvernement, elle est introduite par le ministre de l'Économie et des Finances. Le renforcement du partenariat est évoqué. La mission promet d'œuvrer aux côtés de la Guinée pour son développement. Après les échanges, des questions sont soulevées. Réaction au micro de Ousmane Bangoura. La mission a présenté au Premier ministre chef du gouvernement les actions préalables qui sont nécessaires à la réalisation de ce programme. Parmi lesquelles il y a des actions importantes qui concernent la mise en œuvre du prix de référence de la bauxite, parmi lesquelles nous pouvons citer également l'établissement d'un calendrier pour le recouvrement des arriérés de dettes fiscales. Et donc globalement, c'était une retrouvaille d'orientation et qui pourra nous permettre de mener des discussions les plus saines à l'effet, en tout cas, de finaliser définitivement ce programme. L'idéal, c'est de le présenter au plus tard, au 1er mai, en conseil d'administration du FMI, après lequel nous aurons le résultat éventuel d'une conclusion de ce programme qui va être dans une optique triennale de 3 ans et qui va aboutir à une facilité élargie de crédit. Et donc, avec des revues trimestrielles ou semestrielles, selon les discussions et selon les conclusions qui seront mentionnées dans les mémorandums de politique économique. Et potentiellement, le dit programme va intégrer des aspects environnementaux, et ce qui permettra aussi au pays
d'aller vers aussi un appui au titre de la facilité de résilience et de durabilité et qui permettra aussi au pays donc de bénéficier là aussi des décaissements non moins importants et qui viendront donc en appui de ces efforts sur l'équilibre de la balance de paiement. La délégation du FMI est ensuite reçue au ministère de l'économie et des finances, occasion pour le patron de présenter la note sur le récent progrès économique de la Guinée. Les négociations se poursuivent également. Elles pourront déboucher sur un nouveau programme économique et financier avec la facilité élargie de crédit. Mamadi Gassama. La Guinée, dans la perspective d'un nouveau programme économique et financier appuyé par la facilité élargie de crédit. Pour y parvenir, elle est appelée à répondre à un certain nombre d'actions préalables, d'où cette rencontre de négociations avec les autorités guinéennes et la mission du Fonds monétaire international. C'est le troisième programme économique et financier que la Guinée ambitionne mettre en place. Ça augure des perspectives, ça donne déjà la crédibilité, ça rassure parce que c'est la ligne, c'est la trajectoire de l'autorité de Guinée, le président, qui veut de la transparence, de la redevabilité et de la discipline dans la gestion des deniers publics. D'autres points liés à la revue de la facilité de crédit rapide concernant l'appui du FMI au titre de l'incendie du dépôt pétrolier de Kaloum sont aussi à l'ordre du jour. L'objectif de cette mission, c'est de faire le pilotage de l'aide d'urgence qu'on a donnée au pays dans les mois de mai de l'année passée. Et nous sommes en train de discuter comment que les fonds ont été employés. Et aussi, nous sommes ici pour continuer les négociations du programme de soutien avec le FMI que les autorités ont demandé. Et nous sommes ici pour appuyer les autorités sur le plan, leur agenda de réforme. Ces négociations font suite à une requête du gouvernement guinéen. Cette mission devrait donc permettre de clore les discussions et définir un mémorandum de politique économique qui va servir de base des revues périodiques. Diplomatie, audience accordée à l'ambassadeur de la Hollande en Guinée, entretien au cours duquel la situation des relations entre les deux pays est présentée. D'autres questions d'ordre politique se sont invitées, notamment la nouvelle constitution et les futures élections. Makemedonzo. Au menu de cette rencontre, des questions de coopération bilatérale, mais aussi un entretien politique. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Pays-Bas en Guinée a exprimé au chef de la diplomatie guinéenne son désir de consolider le pont Conakry-Amsterdam et d'avoir une lecture actualisée de la refondation en cours. La Guinée et la Hollande ont une amitié solide et cette audience accordée à l'ambassadeur Carmel Hagenarts est l'illustration de la belle amitié entre les deux pays. Monsieur le ministre et moi, on a échangé sur nos relations excellentes entre nos deux pays, qui est confirmée avec la connaissance du ministre de notre pays, mais aussi avec le président qui a vécu il y a longtemps chez nous. Donc ça crée des liens forts entre nos deux pays. On a parlé aussi des questions économiques, le partenariat économique qu'on a ici avec la Guinée, surtout dans le domaine maritime, dans les infrastructures aussi. On a parlé des questions politiques aussi, bien sûr, avec le récent développement dans le pays et nos ressortissants qui sont ici. C'est toujours un grand plaisir. Elle était là pendant la présentation de cette lettre de créance et elle a développé quelques relations avec le chef de l'État. Et nous avons donc parlé de la visite prochaine du chef de l'État aux Pays-Bas. On va voir ça par voie diplomatique. Et je les ai félicités pour leur intervention dans le domaine économique aussi, comme elle l'a dit, madame. Les 5 ponts à Conakry et au-delà, beaucoup de choses à faire. On a parlé aussi des questions politiques, comme madame l'a dit. J'ai fait une présentation rapide de la situation politique. Et aujourd'hui, le pays est calme, apaisé, mobilisé pour le développement.
Sur les questions précises autour de l'actualité nationale, le ministre des Affaires étrangères répond sans ambiguïté que 2025 est une année centrale pour la République de Guinée. Une année qui verra le peuple s'exprimer par référendum sur la nouvelle constitution. Je parlais de la constitution qui est prête et tout. Après, nous allons passer aux élections, particulièrement l'élection présidentielle et le reste. Et puis, j'ai mis l'accent sur le fait qu'aucun Guinéen ne sera exclu de la participation dans la vie politique, y compris le chef de l'État actuel. Donc le chef de l'État qui est déjà sur le chantier, et j'ai expliqué tout cela. Et je crois que nous avons une convergence de vues, c'est qu'il faut aller vers un développement, vers le bonheur pour les populations. Et ce pays est en train de travailler avec la Guinée dans ce sens-là. Nous respectons tout ce que nous avons sur le plan international et nous souhaitons aussi que sur le plan international, qu'on respecte nos choix. Le ministre a expliqué à Madame l'ambassadeur des Pays-Bas que ce sont les populations elles-mêmes qui ont décidé de présenter la candidature du chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Une adhésion collective autour des actes posés par le chef de l'État depuis le 5 septembre 2021. Et puis, c'est l'une des retombées de l'immersion gouvernementale déceler des difficultés que rencontrent les petites et moyennes entreprises, entre autres le manque de formalisation, de formation et d'information, je vous le disais à l'entame. Les entreprises des 3 régions ont été édifiées sur les dernières réformes. La loi portant contenu local est largement expliquée. Abdul Karim Kamara. Dans l'arrière-pays, l'apport des entreprises, notamment les PME, à l'économie nationale est non négligeable. Dans un élan de refondation, le ministère du Commerce, Industrie et PME mène aujourd'hui un combat qui trace les sillons de leur épanouissement. Les entreprises de toutes les préfectures sillonnées par l'équipe de l'immersion gouvernementale ont été édifiées sur comment rompre avec l'amateurisme et le pilotage à vue. Nous avons eu le privilège avec notre ministre Dr Diaka Sidibé, la ministre du Commerce, de venir s'enquérir des réalités sur le terrain, être très proche de notre cible, les PME. Le problème de ces PME aujourd'hui, c'est d'abord l'accompagnement. Donc on a essayé de leur dire on ne peut pas aller individuellement. Il faut qu'ils arrivent à se structurer et à se formaliser. Face à ces PME, l'équipe de l'immersion du ministère du Commerce, Industrie et PME s'est aussi prêtée à un exercice de vulgarisation doublé de sensibilisation sur la loi portant contenu local. Mais au cœur de toutes ces rencontres, l'accent est mis sur la compétitivité à travers la qualité. Ils nous ont beaucoup élucidé sur le contenu local et tous les avantages pour nous, les entrepreneurs à la base. Donc cela nous motive de plus de prendre notre destin en main et de donner à fond ce que nous sommes en train de faire dans nos entreprises, dans nos PME. Dans chaque ville, le constat révèle que ces entreprises ne sont pas informées sur les réformes engagées devant leur permettre d'être performantes. Les mesures d'accompagnement du département, déjà, c'est l'accès à l'information qui se fait à travers ces différentes campagnes de sensibilisation par la Direction nationale des PME du contenu local et aussi des formations aujourd'hui qu'on peut offrir à ces PME afin de s'épanouir dans leur secteur d'activité et aussi les accompagnements financiers qui sont au niveau du fonds de développement industriel et des PME qui sont disponibles au niveau du département. L'équipe de l'immersion n'a pas manqué de rappeler à ces PME de remonter désormais leurs problèmes au service déconcentré du ministère du Commerce, Industrie et PME qui, à leur tour, doivent agir en synergie. Pendant ce temps, à Mandjana, un ouvrage de franchissement vient d'être inauguré. L'accès au marché devient de plus en plus facile. Le désenclavement se renforce. Les populations bénéficiaires manifestent leur reconnaissance. Fodé Camara. À plus d'une centaine de kilomètres de Mandjana, un pont de 40 mètres linéaires remplace un ouvrage de franchissement d'un autre âge. Cette passerelle intercommunautaire est inaugurée par Félix Lama, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Un ouvrage qui vient faciliter l'accès au périmètre de production pour rapprocher les circuits de commercialisation. Quand on sait les difficultés que ces populations avaient avant la réalisation de ce pont, nous ne pouvons que nous en réjouir et féliciter le président de la République, chef de l'État,
qui a instruit que nous faisions en sorte que toutes les populations au niveau rural bénéficient aussi des retombées de la gestion et de sa gouvernance. Et c'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui à plus de 900 km de Conakry pour toucher du doigt les réalités et enfin inaugurer ce pont de 40 mètres linéaires qui est un véritable ouf de soulagement parce qu'avant les populations traversaient sur des ponts de fortune en bois avec tout le risque que cela pouvait représenter pour leur sécurité, pour leur vie. Donc nous remercions les populations également qui nous ont vaillamment accueillis ici aujourd'hui et qui, à travers la réalisation de cette œuvre, soutiennent les actions du CNRD et soutiennent le président de la République dans sa vision de développement de notre pays. Ce pont offre une vue panoramique sur une plaine de près de 500 hectares. La réalisation de cet ouvrage va donc mettre fin à de longues années de calvaire de ces populations rurales. Ce bijou est le fruit du désengravement de nos communautés prônées par le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya, et son gouvernement qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de ces activités. Votre présence ici témoigne l'intérêt et l'engagement du gouvernement pour le développement communautaire, étant attendu que la route est l'oxygène de tout développement. Dans la région de Kankan, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage a bouclé son immersion par la visite de la piste rurale de 20 km reliant Baté à Famako, une piste en phase de terrassement. À ce niveau, le ministre Félix Lama a exhorté l'entreprise à accélérer les travaux avant les grandes pluies. Kindia, réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Donkeya. Les travaux s'exécutent, mais ce n'est pas suffisant. Une mission conduite par le secrétaire général du ministère de l'Énergie se rend sur le site. Il s'agit de constater l'évolution du chantier. Nabi Kamara. Conçu au départ pour 15 MW de capacité de production d'énergie électrique, la centrale de Donkeya verra bientôt sa puissance portée à 18,7 MW. La puissance actuelle, avant, elle était de 15 MW. Elle va être de 16,8 MW maintenant. Le temps contractuel, c'est le mois d'août. On doit finir, mettre la service. Mais le ministère et les DG, ils ont tous demandé à ce qu'on fournisse un effort pour finir en fin juin. On essaie de faire le maximum de nous-mêmes. Mais suivant les alliages, on peut aller à juillet, comme on peut finir avant, au courant du mois de juin. Les travaux sont en cours. Ils portent sur la réhabilitation de cette centrale hydroélectrique par l'entreprise indienne Robustar. Ce week-end, le secrétaire général du ministère de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures était sur le chantier en compagnie de son homologue de la fonction publique et plusieurs autres personnalités de l'État. C'était pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux ici à Donkeya. Avec ce qu'on a vu, moi j'étais là il y a 1 mois et demi. Et je pense que l'avancement va vraiment très très bien et que les problèmes logistiques sont déjà derrière nous. Je pense que finir au mois de juin, c'est faire très très bien à EDG et à l'ensemble de la population parce que c'est une énergie supplémentaire qu'on va avoir. Une des recommandations que nous allons prendre sur nous, c'est de prendre nos équipes pour venir faire des inspections, pour pouvoir faire une évaluation du niveau de respect des mesures d'hygiène et de sécurité au travail et la situation des employés. Et nous ferons des recommandations pour que ce que nous souhaitons, ce chantier puisse se conduire et finir sans qu'il y ait des remous sur le chantier. Assurément, l'achèvement des travaux de réhabilitation de la centrale de Donkeya devrait jouer un rôle prépondérant dans le renforcement du réseau électrique DDG. Par ailleurs, la plage de Tayaki attire de nombreux visiteurs. Malheureusement, ce lieu de loisirs devient progressivement le refuge des immondices comme les sachets plastiques. Les bonnes volontés se retrouvent pour assainir cette plage logée dans la commune de Symphonia. Aboubakar Diaby. La pollution de l'environnement constitue une problématique qui interpelle plusieurs structures sectorielles publiques. L'entreprise Guinée Intérim fait de cette situation une préoccupation majeure. Pour lutter contre le phénomène, cette entreprise citoyenne spécialisée dans le nettoyage cible la plage de Tayaki pour une opération coup de balai. Notre vocation, c'est de rendre des lieux propres, les locaux professionnels comme la nature, les espaces. Nous aimons les espaces verts.
Nous nous inscrivons dans la promotion de l'écologie, de la protection de l'environnement. Nous aimons beaucoup la plage de Tayaki, le village de Tayaki que nous sommes venus visiter. Mais nous avons constaté que c'était assez sale. Il y avait beaucoup de déchets, surtout des déchets plastiques que nous savons très néfastes pour l'environnement. Par cette action, Guinée Intérim s'inscrit dans la promotion de l'écologie et la protection de l'environnement. Cette activité vise à débarrasser la plage de Tayaki des immondices, notamment les sacs plastiques. Cette action s'inscrit dans le cadre de la célébration des 20 ans d'existence de l'entreprise sur le terrain. Nous avons voulu marquer le coup en posant un acte citoyen. Ce n'est pas la première fois. Nous avons décidé d'offrir des poubelles à la plage. Et le message que nous voulons faire passer à la jeunesse, à tous ceux qui fréquentent la plage de Tayaki, c'est de leur demander de maintenir les espaces propres. Comme on dit, nettoyer c'est bien, mais ne pas salir c'est mieux. On ne s'arrêtera pas, c'est notre métier. Nous allons continuer, nous allons identifier d'autres endroits où nous irons faire la même chose. Vraiment, notre objectif, c'est que les Guinéens puissent vivre dans un environnement sain. Cette opération réjouit les visiteurs de cette plage très fréquentée. Des messages sont véhiculés sur le maintien en bon état de cette plage située dans la commune de Sonfonia. De l'assainissement, cap à présent sur la décharge de la minière, principal dépôt d'ordures de la capitale, et c'est pour les 1200 tonnes de déchets produits chaque jour à Conakry. Depuis un bon moment, le site est envahi et surchargé, les riverains sont exposés. Peut-on parler de vie saine pour une bonne santé? Les solutions durables sont-elles envisagées? Autant d'interrogations. Réponse dans ce grand format, signé Mamadou Alpha Baldé. Elle fume jour et nuit, 24 heures sur 24, toute l'année. La grande décharge de la minière, en plein cœur de Conakry, est une montagne d'ordures qui a de plus en plus mal à cohabiter avec ses riverains. Avec la fumée là, vraiment ça nous fatigue, vraiment. Chaque fois les voitures passent ici, ça nous fatigue, vraiment, voilà. Ça, sans vous mentir, ça nous fatigue. Même la saison pluvieuse, ça nous fatigue. Tout le temps c'est comme ça. La fumée là, ça nous fatigue beaucoup. Parce qu'une fois déjà que nous passons, une fois que nous sommes en route pour aller à l'école, le fumée là, ça nous dérange. Des fois, on est obligé à mettre des bavettes, tout et tout. Le flux des camions est incessant. Cette décharge, déjà en surchauffe, reçoit plus de 1200 tonnes d'ordures au quotidien. Une cadence qui dépasse largement les capacités de stockage du site. Une décharge qui a été ouverte dans les années 80 pour 500 000 habitants à Conakry se voit aujourd'hui convoitée pour collecter les déchets de plus de 2 millions d'habitants à Conakry et qui se trouve aujourd'hui au cœur de notre capitale. C'est important de rappeler, à son ouverture, c'était sur 25 hectares. Aujourd'hui, compte tenu de l'agression des populations, nous sommes à peu près, nous avons une disponibilité de 5 hectares aujourd'hui qui permettent de régaler les déchets. Et il faut aussi rappeler que plus de 1200 tonnes de déchets rentrent tous les jours sur les 5 hectares. Donc, ce qui veut dire qu'on a peu de surface pour une quantité importante de déchets qui rentrent. Habiter auprès d'une telle décharge n'est pas sans risque. Les formes de pollution sont nombreuses et les risques sanitaires réels. Les fumées émanent de la décharge continuellement. Donc là, les populations sont exposées aux effets néfastes de ces fumées. Par exemple, les maladies respiratoires, les maladies cancérigènes. Parce que, comme vous le savez, on en a toujours parlé, il y a les polluants organiques persistants, c'est-à-dire les dioxines et furans qui sont émanés à partir de ces fumées. Donc, les femmes qui allaitent les enfants sont exposés à cela. C'est pendant quand on parle des émanations de fumée. Et maintenant, si c'est pendant l'hivernage, ou même si ce n'est pas pendant l'hivernage, les lixivias ne sont pas récupérés. Donc, ces lixivias aussi qui ne sont pas traités. Il y a les puits qui avoisinent la décharge de la minière. Il y a une pollution verticale par rapport à la profondeur et une pollution horizontale. Donc là aussi, les eaux sont contaminées et là, je crois que c'est important
de revoir tout ça, faire les analyses des puits pour voir s'il n'y a pas de coliformes fécaux, parce qu'il y a les toilettes qui sont à côté. Je peux vous dire qu'il y a assez de risques par rapport à cette décharge. Aujourd'hui, la délocalisation du site est un impératif. La construction d'une nouvelle décharge est dans les tuyaux. Les études et le budget déjà finalisés. La solution alternative durable qu'on a trouvée, c'est de créer un centre d'enfouissement technique loin de la ville de Conakry, qui est à plus de 60 km de Conakry à Kouria. Donc le financement est entièrement mobilisé. Le projet, l'unité de gestion, la CSP, la cellule de suivi de gestion de projet, mise en place. Les phases administratives de démarrage sont en cours. Il y a une assistance technique à maîtrise d'ouvrage qui est recrutée pour la construction de ce centre d'enfouissement technique. C'est important d'expliquer. Un centre d'enfouissement technique, c'est quoi? C'est une installation de stockage de déchets qui respecte toutes les normes environnementales et sociales, comme on le voit en Côte d'Ivoire, au Togo et ailleurs dans le monde. Donc ce financement est mobilisé. C'est financé conjointement par l'AFD, l'Agence française de développement, et l'Union européenne. En attendant la mise en service de la décharge de Kouria, celle de la minière devra encore servir de principale banque d'ordures pour la capitale, au moins pour les 2 prochaines années. Farana à présent pour parler de l'agro-industrie. Le potentiel existe, la valorisation s'impose. Un partenariat est en gestation entre l'Institut agronomique et vétérinaire et Agribusiness Innove Guinée. À la suite des échanges, les 2 parties souhaitent jeter leur dévolu sur la culture du manioc. Ibrahima Olenfofana, Silati Kourouma, correspondance. Le manioc est un tubercule très cultivé dans nos différentes communautés. Sa transformation intéresse l'Institut supérieur agronomique de Farana et son partenaire Agribusiness Innove Guinée. À la direction générale de ce temple de savoir, des échanges fructueux ont lieu sur les opportunités liées à la transformation alimentaire. L'objectif de la présence de Agribusiness ici à ISAV, il est double. Premièrement, comment est-ce qu'on peut collaborer avec l'Institut agronomique et vétérinaire Valéry Giscard d'Estaing de Farana pour que les étudiants qui sont formés puissent être versés dans la vie professionnelle pratique. Ce qu'ils ont appris ici à l'Institut puisse les aider à s'intégrer dans le monde pratique et professionnel. Durant la rencontre, cette entreprise agricole et ses partenaires ont émis avec les autorités de l'ISAV de Farana de belles idées pour la lutte contre la faim. Ils veulent poser de nouvelles bases afin de renforcer les mécanismes liés au développement rural. L'arrivée des partenaires aussi aujourd'hui nous permet de leur faire connaître tout ce que nous pouvons faire dans le cadre de la recherche et dans le cadre de ce qu'ils veulent. Ici, nous leur avons ouvert la porte et nous leur avons montré ce que nous pouvons faire en agriculture, ce que nous pouvons faire en élevage, ce que nous pouvons faire dans l'agroforesterie et aussi dans les eaux et forêts. Les 2 partenaires comptent désormais promouvoir les produits locaux en favorisant la formation et la création d'emplois pour les jeunes. Sur les différents ports minéraliers de Guinée, une mission de prospection, c'est à l'actif de la direction générale du Conseil guinéen des chargeurs pour dire à tous les opérateurs miniers qu'il existe désormais le bordereau électronique des suivis des cargaisons. La sensibilisation est privilégiée. Abraham Christophe Conté. C'est une mission conjointe de prospection dans les différents ports minéraliers de Guinée. Elle est initiée par le Conseil guinéen des chargeurs. À côté, le Bureau des évaluateurs de quantité et de la qualité des minerais à l'exportation. Première étape, la préfecture de Bofa. L'idée est de sensibiliser et d'informer tous les opérateurs miniers de l'existence du bordereau électronique, du suivi des cargaisons à l'import et à l'export. Dans nos différents échanges avec les différentes sociétés minières que nous avons rencontrées, et ça a été un échange très confortable parce que déjà ces acteurs-là ont accepté d'adhérer dans le cadre de la mise en place de ce document. Ils ont accepté parce que cet outil
va aider l'État à tenir des statistiques. Cet outil va permettre à l'État de faire de très bons suivis réguliers de toutes les cargaisons à l'import et à l'export. Ce document, communément appelé le bordereau électronique de suivi des cargaisons, est un document de traçabilité de la marchandise. Une mission du Conseil guinéen des chargeurs est allée à la rencontre des différentes sociétés minières évoluant dans la préfecture de Bofa. Ils ont échangé avec la Direction générale des douanes et le BEQQ en vue de mettre en place un système rapproché de l'émission de BESCA sur les marchandises à l'import et à l'export. Le BEQQ a pour rôle principal dans cette collaboration la mise à disposition des cargaisons exportées. Le BEQQ a des agents formés qui vont dans les navires, qui évaluent les cargaisons dans les bateaux et met ces statistiques à la disposition du Conseil guinéen des chargeurs pour lui permettre d'émettre le bordereau de suivi de cargaison. Ce que je peux ajouter comme recommandation, c'est de nous permettre d'avoir des outils nécessaires pour mieux contrôler ce bordereau électronique de suivi des cargaisons. L'émission et la gestion du bordereau électronique de suivi des cargaisons sont concédées au Conseil guinéen des chargeurs pour leur application. Cela permet à l'État d'avoir un regard sur le transport des minerais à l'international. Sur tout autre plan, renforcement des actions civilo-militaires, la directrice générale des pensions militaires participe à la 7e édition d'Arcom Awards Guinée. En tant qu'ambassadrice de cet événement, elle est accompagnée par des officiers supérieurs. Une mention est faite de la portée de cette activité. Caporal Mabinti Keïta, de la presse militaire. La directrice générale des pensions militaires et anciens combattants est ambassadrice de cette 7e édition de Arcom Merit Awards Guinée. Cette activité intervient après la formation de 40 personnels militaires et civils. Une action qui s'inscrit dans le cadre des relations civilo-militaires. Le thème de cette année, célébrons l'excellence, inspirons l'avenir, illustre parfaitement notre engagement envers la reconnaissance du mérite et de l'innovation. Honorée par cette marque de confiance, la générale Fatoumata Yari Silla salue cette initiative et remercie la hiérarchie militaire qui a facilité cette collaboration depuis des années. Un sentiment de joie, de satisfaction et surtout de bonheur quand je vois tout ce que la directrice générale des pensions militaires est en train de faire. Surtout une telle activité, ça ne fait que me réjouir. Cet événement représente une occasion précieuse de célébrer l'excellence et l'engagement de ceux qui œuvrent inlassablement pour le développement de notre pays. Les Arcom Merit Awards sont bien plus qu'une simple distinction. Ils illustrent notre détermination collective à reconnaître et à valoriser les initiatives remarquables dans divers domaines. Cette cérémonie a été rehaussée par la présence de plusieurs officiers supérieurs de l'armée guinéenne. La remise des satisfecits aux bénéficiaires de la formation axée sur la santé et sécurité au travail est prévue cette semaine. Enfance à Manjana, commune rurale de Koundjan. Désormais, une ambulance médicalisée est disponible grâce aux fils ressortissants de la contrée de Sakodougou. Ce matériel sanitaire devra faciliter les missions de premier secours dans la zone, un appui pour les formations sanitaires et services d'incendie. Djamokaba. À Manjana, la contrée de Sakodougou a désormais une ambulance médicalisée. Le cri du cœur pour assurer convenablement le transport sanitaire public en milieu rural a été attendu. Cet appui de la diaspora guinéenne en Europe a un double enjeu. Répondre aux besoins des communautés et appuyer la refondation de l'État dans la commune rurale de Koundjan. Ce qui nous a poussé pour faire ces dons-là, toujours quand on vient ici, on remarque nos mamans, nos frères et nos parents. Ils ont beaucoup de souffrances pour les déplacements. Surtout les femmes qui sont en état de famille. Je tiens à saluer solennellement cette initiative des braves fils et filles de Koundjan qui se sont mobilisés pour répondre aux besoins de leur communauté. Votre générosité et votre dévouement sont des exemples à suivre. Vous montrez qu'ensemble nous pouvons surmonter les obstacles
et améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. Son arrivée est une aubaine pour la population afin de faciliter l'évacuation sanitaire vers les grandes villes. L'ambulance de secours et de soins d'urgence de Koundian priorise surtout les femmes enceintes pour une chaîne d'intervention plus rapide et sécurisée vers des formations sanitaires de référence. Quand elles sont en état de famille, c'est tout à fait un calvaire pour se rendre à Mandiana pour des consultations et accouchements. Avec l'arrivée de notre ambulance, au nom de toutes les femmes de Sakodougou, nous disons merci aux donateurs. Ce don va nous servir à beaucoup de choses. À un moment donné, nos mamans, nos sœurs, nos parents, nos patients étaient fatigués. S'il s'agit de les différer à Kanga ou à Mandiana, tout ça fait des problèmes. Et Dieu merci, on va utiliser ces bijoux à bon escient. À Koundian, vaincre les inégalités d'accès aux soins est un combat au quotidien. La finition de ce centre de santé amélioré, une autre doléance pour faciliter l'offre médicale et de premiers secours au sein des 27 districts. Dans la cité des agrumes, intronisation du Kontigi de la Basse-Guinée, El Hadj Mamoudou Camara a pris fonction, devenant ainsi l'autorité morale et coutumière de la première grande région de la Guinée. Il succède El Hadj Serouna Souma, récemment décédé. Yaya Silla, compte rendu. Symbole du pouvoir dans la société traditionnelle africaine, cette canne est désormais tenue par El Hadj Mamoudou Camara. Intronisé ce dimanche 23 février 2025 en présence des représentants des coordinations de 4 régions naturelles du pays. Le nouveau Kontigi de la Basse-Guinée a un rôle essentiel à jouer dans la gestion pacifique de la cité. Je ne peux que féliciter nos aînés parce que pour arriver à ce couronnement, il a fallu beaucoup de processus. Et il y avait eu des velléités de division. Mais grâce à la sagesse de nos aînés, on est arrivé à un point final. Et ce point final, ce point d'orgue, c'est le consensus sur un seul nom et on s'aligne tous derrière ce nom. Ce choix porté sur El Hadj Mamoudou Camara est un consensus de l'ensemble des érudits et autorités coutumières de la Basse-Guinée. Il bénéficie ainsi du soutien de ses pairs dans l'incarnation de l'autorité morale qu'il représente dorénavant. La Basse-Guinée, à travers les aînés, les femmes et les enfants, ont démontré leur grandeur en trouvant un consensus pour introniser El Hadj Mamoudou Camara comme Kontigi de la Basse-Guinée. On remercie les autorités au plus haut niveau, notamment le chef de l'État, le président de la République, tous les membres du gouvernement. C'est aussi de remercier tous les fils et filles de la Basse-Guinée. Donc cela nous donne vraiment la fierté, l'honneur, le bonheur et la satisfaction, ce que nous avons vu dans ces quelques jours. Nous avons travaillé pour que toute la Basse-Côte se mobilise à Kindia. Et c'est ce qui fut fait. Nous remercions tout le monde. Siégeant au quartier Tafori, dans la commune urbaine de Kindia, l'intronisation du nouveau Kontigi de la Basse-Guinée a mobilisé une foule en liesse dans la ville des agrumes. Une ambiance festive, témoin de la quiétude et de la paix dans la cité de Mangachindi Camara. Toujours dans l'actualité, entrepreneuriat féminin, 3 mois ont suffi pour le programme Femmes Actives Wonkeli de dérouler son agenda. Le programme est bouclé. Le contenu de cette première édition rappelé des acquis mis à la connaissance du département de la promotion féminine et des partenaires. Marie-Angélique Bangoura. C'est un programme dédié à la femme guinéenne, surtout celle qui évolue dans l'entrepreneuriat. À l'espace de 3 semaines, l'ONG Ella Consulting a pu mettre près de 30 femmes dans son programme de coaching, de mentoring et de formation, et chacune dans son domaine respectif. Ce programme dénommé Femmes Actives Wonkeli entend aider ces femmes à exceller dans leur secteur.
Les formations ont été très très enrichissantes parce qu'on a appris pas mal de choses. Moi, il y avait beaucoup de choses qui me manquaient, mais à travers cette formation, on a eu beaucoup d'expérience. On nous a appris comment entreprendre, comment avoir l'esprit du leadership. Des panels sur le cheminement vers l'entrepreneuriat et les moyens d'obtention des subventions étaient au cœur de ces échanges. L'objectif des initiateurs est d'apporter un appui considérable à la couche féminine. Nous avons mis en place une grille d'évaluation sur la résilience, sur la qualité du business plan, la connaissance du projet, sur pas mal d'éléments. Et nous les avons évalués sur ces points-là. Ce qui fait que la femme, d'abord, se considère comme étant au second plan, c'est ce qu'elle n'est pas autonome. Que toutes les femmes n'ont qu'à voir dans quelle mesure elles peuvent être réellement dans une activité génératrice de revenus qui va la débarrasser de la dépendance. La mise en place de plans d'action concrets pour soutenir la création d'entreprises pour les femmes dans tous les secteurs est salutaire. Des initiatives comme celle de l'ONG Ella Consulting ouvriront aux femmes bénéficiaires des opportunités de levée de fonds. Au même moment, à Koya, dans le Grand Conakry, promotion de l'égalité des genres. Cela passe par la formation des apprenants afin de les aider à mieux appréhender les problématiques liées à la question du genre, une assistance des clubs UNESCO de Guinée et structures associées. Tabansila, Souleymane Kondé. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, fait de la promotion de l'égalité du genre une préoccupation majeure. C'est pourquoi les clubs UNESCO de Guinée et autres structures associées s'engagent à renforcer la capacité des apprenants autour de leurs droits et devoirs face à la problématique. L'un des mécanismes de cette promotion de l'égalité des genres, c'est justement une part de renforcement des capacités. C'est la conscientisation, c'est la sensibilisation, c'est l'éducation. Auprès des clubs et écoles associés, l'institution s'engage en faveur de l'égalité des genres en tant que question de droits humains et condition préalable au développement durable centré sur les personnes. L'une des priorités de l'UNESCO, c'est l'égalité des genres. Et les clubs UNESCO, les écoles associées, les chaires UNESCO, les villes apprenantes, et les commissions nationales s'appuient sur ces structures pour la promotion des idéaux de l'UNESCO. L'idée de telles formations dans les concessions scolaires est de permettre aux apprenants de mieux connaître leurs droits et devoirs, les missions de l'UNESCO, les objectifs de l'institution. Le gouvernement a pris toutes les dispositions justement pour lutter contre les inégalités, déjà entre l'homme et la femme. C'est l'équité maintenant, même au niveau du gouvernement, au sein même du gouvernement. Donc cela prouve à suffisance que nous sommes en train vraiment de lutter contre l'inégalité. Cet atelier nous a permis la connaissance de plusieurs facteurs, notamment sur le manque d'éducation, mais dont les résolutions ont été trouvées à travers l'atelier. Créé le 16 novembre 1945, l'UNESCO contribue à l'édification d'une culture de la paix, à l'éradication de la pauvreté, au développement durable et au dialogue interculturel, des valeurs suivies en Guinée par ses différents clubs et structures associées. Sur tout autre plan, soutien des initiatives présidentielles. La commune de Kagbélé, elle aussi, se fait entendre. Le Saint-Coran est lu à plusieurs reprises. Par ailleurs, les rues ont été investies par les populations. C'est ce qu'elles appellent la marche citoyenne en faveur de la gouvernance CNRD. Alpha Kamara, Lancé Kamisoko. Située dans la banlieue de la capitale, la commune urbaine de Kagbélé a vibré ce week-end en faveur des actions de paix et de développement amorcées sous l'ère CNRD. À travers ce carnaval géant, à la place de les populations de cette nouvelle commune manifestent leur soutien total au président de la République, le général d'armée, Mamadi Doumbouya. Vous-même, vous voyez la population de Kagbélé qui est sortie massivement pour dire merci au général Mamadi Doumbouya. Toute la population est sortie pour dire merci au monsieur le président de la République. Donc tout le monde est avec lui et nous allons l'accompagner jusqu'à là où il veut rentrer. Je trouve que Kagbélé est mobilisé comme jamais pour venir dire merci au président de la République, chef de l'État, pour avoir érigé Kagbélé en commune urbaine. Aujourd'hui, le maire qui est là reste dans l'histoire de Kagbélé. Nous venons, n'est-ce pas,
soutenir Kagbelen dans cette dynamique. Nouvellement érigé comme l'une des 13 communes de la capitale, l'image de Kagbelen a positivement changé depuis l'avènement du CNRD. Pour pouvoir, cette marche citoyenne est donc l'expression de la reconnaissance et du soutien renouvelé des populations aux idéaux de développement enclenchés par la gouvernance CNRD. Nous ne sommes pas réunis ici aujourd'hui pour un discours programmatique, ni stratégique, ni politique, mais pour exprimer notre profonde gratitude et un soutien indéfectible aux idéaux de son Excellence, le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya. Quand la population accompagne son président, quand la population accompagne son maire, quand la population accompagne son représentant, on le sent par la mobilisation. Nous nous disons merci parce qu'il a rapproché les administrés de l'administration. À la veille de cette marche citoyenne, les autorités coutumières de Kagbelen ont aussi organisé une cérémonie de lecture du Saint-Coran. À cette occasion, des prières et bénédictions ont été formulées pour le président de la République et pour le développement de la Guinée. Religion Dinguiraye, 8e édition de la Ziara, un rituel dans la ville sainte. Cette fois-ci, les érudits sont venus de divers horizons, 4 jours de retraite religieuse. C'est l'objectif, prier pour la quiétude sociale. Alpha Isiagaba. À Dinguiraye s'est déroulé la Ziara Lidoubé de la cité de El Hadj Oumar Tall. L'événement réunit tous les grands érudits du pays, chapelet, Coran en main. Les religieux font des prières pour le repos de l'âme de leurs divanciers. Lisent le Coran pendant un certain nombre de jours, les hadiths, les cantiques religieux, pour demander la grâce du bon Dieu afin que la paix soit entre nous. À cette Ziara Lidoubé de la ville sainte de Dinguiraye, les initiateurs ont aussi prié pour la paix et la quiétude sociale. C'est ce qui cadre avec la vision de la refondation prônée par le CNRD. Les communautés guinéennes venues de tous les horizons, avec toutes les confréries ou les 3 groupes sociaux de Dinguiraye, accompagnant cette prière pour Dinguiraye d'une manière singulière et pour la Guinée d'une manière générale, on ne peut être que content. Les doigts ont été formulés pour la paix, la prospérité et le respect. Ça s'est bien passé. Cette Ziara de 2025 est à sa 8e édition. Elle est hautement soutenue par les pouvoirs publics. C'est une tradition, cette Ziara, qui, ma foi, a été une réussite parce que les lectures portent sur la paix en Guinée, sur la santé et la prospérité de tous les fils et de toutes les filles. À leur tête, le général Mamadi Doumbouya, qui préside aujourd'hui aux destinées de notre pays. À cette Ziara Lidoubé de Dinguiraye, des délégations sont venues de tous les horizons pour partager ce moment de prière et de bénédiction. La cérémonie religieuse s'est déroulée pendant 4 jours, ici, dans la préfecture de Dinguiraye. Promotion de l'islam, la mosquée Djarankeya, l'une des plus vieilles de Dixine-Port, reconstruite, équipée par la communauté. L'inauguration mobilise plusieurs personnalités d'ici et d'ailleurs. Marwan Kamara. Implantée dans le quartier Dixine-Port 1 depuis 1920, cette maison de Dieu est reconstruite et équipée grâce à la contribution de la communauté musulmane de Dixine et autres bonnes volontés. Une infrastructure religieuse qui répond désormais aux défis du moment et aux attentes des fidèles de cette localité. Elle est officiellement inaugurée pour permettre aux musulmans de s'acquitter convenablement de leurs devoirs religieux. C'est le moment solennel d'avoir une pensée pieuse pour nos devanciers qui ont eu cette initiative de créer cet espace de prière, d'éducation et d'enseignement de Saint-Coran. Une démarche pour propager l'islam et son prophète. Nous venons de loin. C'est l'effort conjugué de tous les frères, de toutes les communautés de Dixine. Et d'ailleurs, ils se sont donné la main depuis le début des travaux de cette reconstruction jusqu'à aujourd'hui. Construite en R+1, ce lieu de culte a une capacité d'accueil de près de 1200 fidèles.
un acte religieux qui rentre dans le cadre de l'épanouissement de l'islam et le développement de la commune de Dixine. Aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu et le courage de tout un chacun que nous avons pu voir cette bisou nous remettre aujourd'hui la clé de tous les musulmans guinéens. Alors ça s'est fait au temps de notre général Mamadi Doumbouya. Nous prions pour lui, mais surtout la réussite de la transition. Les mosquées, à travers les imams, prient nuit et jour pour le pays, prient pour le général président Mamadi Doumbouya. Donc nous allons encore le dire, de continuer sur cette lancée, de véhiculer les messages de paix, d'unité nationale et de cohésion sociale. La cérémonie inaugurale de ce joyau a mobilisé la communauté musulmane venue de la sous-région. À cette occasion, une séance de lecture du Saint-Coran est organisée pour le développement et la culture sociale dans le pays. Ce qui, entre autres, concentre l'actualité. Festival de musique urbaine d'Anoumabo, destination Côte d'Ivoire, la Guinée, pays invité d'honneur. L'événement est prévu du 15 au 20 avril prochain. Une conférence de presse est initiée pour annoncer les couleurs de l'événement. Souleymane Kondé, Ousmane Ba. Le festival des musiques urbaines d'Anoumabo FEMUA 17 pointe à l'horizon. Les organisateurs sont à pied d'œuvre pour donner toutes les couleurs à cette rencontre culturelle prévue au mois d'avril prochain. Un engagement qui se matérialise par cette conférence pour annoncer le menu. Cet événement festif est une occasion de sensibiliser sur les travers sociaux. Cette 17e édition est célébrée sous le thème civisme et sécurité routière, avec la Guinée comme pays invité d'honneur. À l'occasion de cette édition du FEMUA, la délégation guinéenne sera composée d'hommes et de femmes de culture, de créateurs, d'artistes et d'exposants qui auront à cœur de partager avec le public ivoirien, africain et international l'essence même de notre patrimoine. La Guinée sera présente pour célébrer, échanger et enrichir l'histoire de ce festival, qui année après année s'impose comme une plateforme incontournable de l'expression culturelle africaine. La Guinée a l'honneur de la 17e édition justement de ce festival. Je pense que la culture guinéenne va s'exporter à Abidjan. Ce sera une opportunité pour tous les artistes de se faire connaître, mais aussi montrer le talent guinéen, et la culture guinéenne sera en lumière comme jamais. Le FEMUA 17 est un rendez-vous d'intégration et de partage pour raffermir les liens entre les peuples. C'est aussi une plateforme de visibilité pour promouvoir le potentiel culturel, artistique et touristique qui va profiter à l'ensemble des pays participants. La Guinée a des valeurs sur le plan touristique, sur le plan culinaire, sur le plan artisanal. Et surtout avec le projet Simankou, la Guinée vient de mettre en place, on s'est dit que ça pourrait être une aubaine pour aider encore à promouvoir la destination Guinée. Le festival des musiques urbaines d'Anoumabo FEMUA 17, c'est du 15 au 20 avril prochain à Abidjan. C'est tout pour les infos. L'actualité se poursuit sur la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Merci pour votre obligeante attention. À très vite.